Voilà. D'abord, on me demande de parler du cidre basque, donc, ou de Chagarneau, en fait, vin de pomme. Ici, c'est un très bel exemple et ça va faire le lien avec Mondragon parce que Estigar, c'est une coopérative. Voilà, et c'est même la seule coopérative de pommes en Iparralde, donc Pays Basque Nord. Après, le Chagardeau, donc côté Pays Basque Sud, est le cœur de la production actuellement. Et alors, si on appelle ça vin de pomme, c'est parce que, et ça va me permettre aussi de faire la transition avec mon vin blanc, c'est qu'en fait, les Basques ont travaillé la pomme comme on travaille du raisin. Donc, ils vinifient du jus de pomme comme on vinifie du raisin blanc pour faire du vin blanc. C'est différent du cidre. Donc, complètement différent du cidre. Alors, du cidre dit breton ou normand. Parce qu'ils consomment totalement les sucres, donc c'est brut de brut, et puis c'était fait, alors les cidres aussi, mais dans des foudres en bois, avec tout un rituel, à la fois dans le service, dans les cidreries, et puis même là quand on le sert. Alors c'est pour ça que je préfère pas trop le dire, historiquement dans l'industrie viticole, où quand on a ce type de procédé à faire claquer la bulle, c'était à l'époque où on désinfectait, et puis on fait toujours les foudres en bois avec du soufre, et en fait en faisant éclater les bulles de gaz de fermentation, on prend les molécules de soufre, et donc ça a tendance à faire baisser la perception. Et après c'est un rituel qui est magnifique. Et puis, alors le cidre basque, c'est une exception, enfin le Chagarneau, c'est une exception dans l'univers des boissons. Et depuis les années 80, c'est un succès fantastique, alors que la filière cidre s'est complètement écroulée en France, pourtant adossée à tous les grands groupes internationaux type Pernod Ricard, ou même des laitiers type Alévire qui à un moment avaient des cidres. Et ben, le cidre basque maintenant est un grand acheteur de pommes de Normandie et de Bretagne, a réussi une prouesse extraordinaire, c'est d'aller implanter des cidreries basques en Catalogne, à Barcelone. Ah oui, quand même. Ah oui, ça. Non, mais c'est sidérant. Enfin, il y en a à Bordeaux, il y en a aux États-Unis, et ça a vraiment explosé depuis les années 80. Et même ici, alors au départ c'était très confidentiel, et c'était à partir du tchotch, c'est-à-dire l'ouverture des fustes à partir de février. 19 janvier. Ouais, 19 janvier. 19 janvier, jusqu'à fin avril. Et maintenant, on en a quelques-unes ouvertes toute l'année, et ils ont réussi cette magie qui est de maintenir dans l'univers des boissons une convivialité. Alors que nous tous, ou autres latins, ou autres boissons alcoolisées, on a eu tendance plutôt à gagner en sérieux. Eux, le cidre basque, ils ont mis la convivialité avant tout, presque, j'allais dire, et là aussi je vais me faire insulter, avant la qualité du produit. Et ils ont raison, mais ça on va en parler pour le reste, parce qu'avant tout, dans l'univers des boissons, il y a certes les qualités du produit, il y a les origines géographiques. Moi, à mon avis, on en a beaucoup trop mis dans des grains de raisin notamment, mais on a laissé de côté la convivialité et le sens. Et finalement, le cidre, s'il a perduré ici, parce qu'il a failli s'éteindre, comme beaucoup de boissons régionales, c'est grâce à tous ces, on va dire, à la fois nouveaux modes de consommation, mais finalement, c'est plutôt des ancestraux qui sont redevenus à la mode. C'est une mise en scène en réalité. Il n'y a pas que le cidre en tant que tel. Il y a, quand on rentre dans une cidrerie, il y a toute une mise en scène. Vous avez fait une à Bayonne, dans le petit Bayonne. Oui, il y en a une, oui. Et là, on peut faire une démonstration de service de... Oui. On va commencer. Ah oui, voilà, bien. Ça, c'est pour les estivants uniquement. C'est pour éviter le feu. Donc, normalement, ça se sert d'un peu haut dans le verre. Et ça permet donc de casser un peu. Et on sert très peu. Et il faut normalement le boire assez rapidement après qu'il ait été servi. Sinon, il prend l'air. Et je vais vous dire si c'est bon. Et après, typiquement, c'est comme le rituel du thé à la menthe. Au départ, c'était parce que les théières étaient sur le feu, donc c'était trop chaud, et il fallait refroidir en faisant tomber. Maintenant, le rituel est devenu tellement sympa que... Pourquoi il faut servir haut comme ça? Pour faire sortir les bulles. Sortir les bulles, mais en fait, si on fait sortir les bulles, on fait sortir aussi le goût de soufre ou des goûts un peu de réduits issus de la barrique. Et après, c'est un rituel qui est magnifique. Je ne sais pas s'il fallait commencer par celui-là ou par le tiers. Non, c'est très bien. On va commencer par le cidre. Allez, on enchaîne sur le verre. Je savais que dès qu'on commençait à servir des verres, ça allait être le bazar. Mais c'est pas grave. Je viens de parler de convivialité, donc on va en avoir. Alors, moi je vais vous surprendre parce que mon histoire a commencé en Lot-et-Garonne. Parce que mon arrière-grand-père
était tonnelier, maître de chez, pépiniériste, une sorte d'apothicaire du vin à Granges-sur-Lot, donc à côté de... Et donc je suis un poirmeur, pour ceux qui connaissent, donc qui n'est absolument pas ni lot-et-garonnais ni basque. Ça c'est une autre histoire de mon grand-père. Et donc moi je suis un pur gascon, c'est-à-dire apatride, dans le sens où j'avais des parents matheux et physiciens qui ont fait des études et qui ont été dans les pionniers de l'informatique, donc à Paris. Et je faisais partie de cette grande diaspora d'enfants du Sud-Ouest qui ont grandi à Paris et qui vraiment, à la fois passaient pour des provinciaux à Paris, déracinés comme certains Basques quand ils étaient partis en Amérique du Sud, donc faisaient de l'escrime pour se sentir mousquetaire, jouaient au rugby à la pelote, voilà, et forçaient la voix. Et à la fois, quand je revenais dans le Lot-et-Garonne, et en plus, bon, ça c'est, j'étais le Parisien, mais j'avais plutôt des activités agricoles parce que j'avais tous mes cousins qui étaient pruniculteurs et voilà, je faisais partie des bras. Donc j'ai commencé cette schizophrénie assez tôt, et en plus comme j'étais dans des milieux scientifiques et élevé dans une sorte de pépinière ou plutôt de ruche de polytechniciens et du ministère de la Défense, ça a donné un cocktail assez bizarre. Et ce qui fait que moi quand j'étais petit, je le dis, ça je ne le dis pas souvent, à 9 ans, j'avais décidé, et puis dans un formalisme un peu élitiste français, j'avais décidé de faire du vin. Parce qu'on avait arraché les vignes, en fait les dernières vignes de pépinière à Granges-sur-Lot, on les a arrachées en 84. Donc moi jusqu'à mes 84, j'avais 8 ans, jusqu'à mes 8 ans, on faisait les vendanges à Granges, sur les anciennes vignes de pépinière. Et donc on a arraché les vignes en 84. Donc moi, à 9 ans, j'avais décidé que je voulais être viticulteur. Et donc on m'avait dit, il faut être ingénieur agronome et œnologue, et le mieux c'est faire l'agro-Paris, voilà. Donc j'avais gardé ça en tête. Et après, à 13 ans, pour moi, dans mon imaginaire, puisque je voulais faire du vin, le meilleur des vins, c'était Château Margaux, ou en tout cas le plus connu, et millésime 2000, ça devait être forcément exceptionnel. Donc je m'étais dit à 13 ans que je vinifierais Château Margaux 2000, et c'était mon stage de fin d'études. Voilà. Donc à chaque fois, c'était une sorte de gros but. Et alors le problème, c'est qu'à 19 ans, avec mon grand-père, parce qu'après ça fait aussi partie de mes histoires ici, donc mon arrière-grand-père était pépiniériste, maître de chez tonnelier, un peu homme à tout faire de la vigne à Granges. Et en fait, il se débarrassait de ses enfants, donc de ma grand-mère et de son fils, en les envoyant chez le cousin qui, lui, était fonctionnaire à la SNCF et en fait était chef de gare à Guétary. Donc ma grand-mère, en fait, depuis le début du XXe siècle, voilà, passait les étés ici. Et donc moi, alors à la fois ici, donc j'avais mes copains d'enfance qui me connaissaient, qui me prenaient soit pour le Parisien, soit pour le Lot-et-Garonnais, enfin une sorte de gros mélange, mais bon, 100% confit de canard quand même. Au Sud-Ouest, non, ça c'est le rugby. C'est un hybride. C'est un hybride. Enfin bon, et donc un jour à 19 ans, mon grand-père, qui était lucide quand même, me disait. Il y a un problème, j'ai toujours voulu vivre à Saint-Jean-de-Luz, peut-être revenir ici, pas à Granges, mais plutôt à Saint-Jean, et j'ai toujours voulu faire du vin, or il n'y avait pas de vin. Voilà. Et dans le même temps, mais un peu comme le cidre basque a explosé de l'autre côté, et ben de l'autre côté de la frontière, il y a une petite terre viticole qui était en déshérence totale, où il restait quelques dizaines d'hectares et encore, qui commence à exploser, qui est le Tchakouli dont parlait Henri, et qui en quelques années est passé de quelques dizaines d'hectares à plusieurs centaines. Ils sont même à 550 maintenant, sans compter tous les Tchakouli qui sont non officiels, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser la mention de Tchakouli, mais qui sont en fait des vins de table espagnols. Voilà. Mais suite à un biais juridique, ils ont le droit de faire ça. Et donc, réchauffement climatique, tout, j'avais dit à mon grand-père voilà, qu'il n'y avait pas de fatalité, que la vigne avait toujours suivi en fait, la population humaine. En fait, où il y avait des hommes, il y avait du vin, et où il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de vigne. C'est deux organismes, un végétal et un animal, qui ont grandi ensemble et ont évolué, puisqu'on considère en fait que les premières traces de vinification sont de 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est pas de maintenant, et ça faisait partie d'un autre discours que j'avais déjà tenu. Moi je suis persuadé que la vigne a sauvé de toute façon énormément de populations humaines. Avant c'était un gage de survie de maîtriser en fait selon les civilisations une boisson potable. Parce que, en fait, l'humain, dans ses fonctions de base, on a besoin de s'hydrater. Et aussi, certains, et même tous, on a tous besoin de psychotropes.
On a besoin de sortir un peu de notre enveloppe corporelle. Et alors comme ça, il y a... Et l'avantage du vin, c'est que, ou de la bière, hein, des boissons fermentées, des alcools faibles, c'est que c'est un des premiers produits 2 en 1 de l'industrie agroalimentaire. Voilà. On a les deux, et toutes les autres civilisations, en fait, qui sont des civilisations d'oubli, type thé, ils ont inventé d'autres psychotropes, type hashish ou opium. Voilà. Donc j'ai un discours qui me... Pardon. Et les femmes, là, tout ça. Ça, c'est... moi, quand je parle d'hommes, hein, c'est les deux sexes. Hein, je ne fais pas de... Non, d'ailleurs, moi aussi, je veux boire. Donc, en fait, on a cette population humaine et donc un alcool faible, vin ou bière qui ont toujours évolué. Et maintenant ici, sur le Pays Basque, on est quand même, je crois maintenant avec le Pays Basque Sud, environ 2 millions ou 2,5 millions d'habitants. Juste l'intercommunalité Sud Pays Basque, c'est 61 000 habitants, et il n'y a plus de vignes. Alors, et il n'y avait même plus de cidre. Donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas de raison, et beaucoup de territoires avant, donc c'est assez récent en fait, on a tous tendance à oublier que moi je vois qu'à Granges-sur-Lot, hein, l'eau potable est arrivée dans les années 50-60, et encore, même pas. Jusqu'à ces années-là, c'était le puits. Et donc on avait besoin de vin, parce que à hauteur de 10% de vin à 10 degrés dans un verre d'eau, et ben on évitait tous les problèmes, type typhoïde. Moi ma grand-mère avait typhoïde, hein, parce qu'elle buvait de l'eau pure et du coup maintenant, moi j'ai toujours connu mes grands-parents qui pourtant, je pense pas que le Lot-et-Garonne soit une terre reculée, mais moi mes grands-parents on la faisait pas ou on leur fait pas boire de l'eau pure. Hein. C'était forcément coupé avec du vin. Donc bon, on a tous tendance maintenant dans nos civilisations un peu confortables à croire que l'eau au robinet c'est automatique et c'est pour toujours, alors que vraisemblablement ça sera un artefact. Sur l'échelle de l'humanité, on aura ce confort de l'eau potable pendant environ un siècle. On a déjà grillé 50 ans. Un exemple, il y a 1 an et demi à Marseille, problème d'approvisionnement en chlore des centrales d'épuration, et Marseille était en limite de potabilité. Ils étaient à 2 jours près. Donc en cas de conflit, on est hyper sensible. Et Barcelone, ils font venir des 300 bouteilles minimum pour une famille. Non, 300 bouteilles pour 5, ça tient, ça permet de tenir pendant 1 an en prenant de l'eau à la rivière. Mais ça, c'est un autre truc et je me suis échappé de mon projet. Et donc ici, comme j'ai commencé assez tôt à être intrigué par la vigne, j'ai eu un parcours assez dense dès l'école d'agro. Je suis allé dans pas mal de pays et un jour, je suis rentré au Crédit Agricole, qui m'a sorti en fait d'Argentine où je me suis occupé de la filière viticole pour le groupe. Et en fait, de la stratégie du groupe sur la viticulture, il voulait un viticulteur qui ne parle pas comme un banquier, mais qui aille trouver des solutions concrètes en fait à des situations régionales complexes ou même sur des investissements. En fait, réagir comme un viticulteur ou comme un agriculteur et non pas comme un financier. Voilà. Parce que la viticulture, désormais, alors qu'on vient de dire que dans la culture humaine, c'est automatique, mais la viticulture et la production, c'est clairement déraisonnable. En tout cas pour un financier, j'allais dire de l'ancienne époque, puisqu'on est sur une époque un peu charnière. Et donc, moi, mon projet ici, finalement, c'est la synthèse de mes expériences précédentes. Si on analyse pragmatiquement, il ne fallait pas le faire au départ, il ne fallait même pas se lancer, mais ça, je le savais. Après, je trouve que humainement, il fallait le faire, et il faut le faire, de toute façon. En clair, je me suis lancé, moi, en réinvestissant. J'ai fait un choix de viticulture pauvre. Donc, j'ai réinvesti ce que j'ai gagné dans la filière viticole, une sorte de vase communicant. Le but étant, un peu en m'inspirant d'ailleurs à la fois de Mondragon, mais plutôt de la structuration basque des sociétés type au XVIIe siècle, en fait, avant Napoléon, qui niait en fait la propriété individuelle, mais qui était plutôt sur un régime de propriété collective. Et donc, moi, dès le départ, là où j'ai vu, quand j'étais au Crédit Agricole, sur des histoires de transmission et d'installation, que le foncier bâti et non bâti était souvent le critère qui faisait que les viticulteurs n'arrivaient pas à se refinancer dans les périodes difficiles. Moi, j'ai pris le pari dès le départ de dire, ben voilà, je vais arriver auprès des institutionnels, mais en partant à chaque fois depuis la base, en disant, je vais investir sur la production, par contre, je ne serai pas propriétaire des terrains et je ne serai pas propriétaire de mon bâti.
parce que sinon ça va être déjà suffisamment compliqué de créer finalement une zone viticole dans un territoire qui ne l'était plus, et où même finalement on est en train de le redécouvrir, hein, mais la côte basque était très viticole. La plupart de la viticulture d'Argentine, en fait toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, sont des types d'asparins qui ont été à l'origine. Voilà. En fait, dans le même temps, ils ont développé le vignoble dans tout ce qu'on appelle le nouveau monde viticole, et ici, on a perdu ce savoir-faire. Et après, si j'ai voulu monter ce projet ici, bah alors c'était par un attrait géographique, mais aussi parce que je sais, ou je savais, mais je sais toujours, et j'en suis persuadé, qu'au Pays Basque, on est capable de faire des choses qui sont impossibles ailleurs. Il y a une sorte de goût de l'aventure, alors c'est pas par chauvinisme local, hein, mais moi je suis toujours surpris du succès du piment d'Espelette, de même l'aventure Quicksilver, de plein de choses, de l'espadrille qui s'est maintenue et qui est même devenu un accessoire de mode alors que c'est des chaussures jetables. Enfin, tout ce qui a disparu dans d'autres régions, ici a perduré, et même à l'inverse, parce que ça a perduré, c'est devenu le super critère. Pour faire la liaison avec ce que va nous dire Pierre tout à l'heure, dans le petit bouquin d'Éric Coa, il y a une petite phrase du maire d'Espelette dont on a parlé tout à l'heure, André de Raïdou, qui dit « Il ne savait pas qu'en nous rendant la vie plus difficile, il nous rendait encore plus forts. » C'est exactement ce que tu dis, d'une certaine façon. Et donc, l'idée ici, en fait, au départ, est venue, en fait, elle est partie un peu d'Argentine, parce que j'allais trader un peu en Argentine et au Mexique, où j'étais d'ailleurs que dans nos environnements basques, ce qui est assez particulier, en fait. À la fois, ils l'ont créé, mais les grands groupes viticoles sont toujours très influencés par la société basque, qui parfois fantasme même la vie ici, sur le territoire originel. Et en fait, en Argentine, je me suis rendu compte d'une chose. À un moment, je travaillais donc pour Moët & Chandon et je faisais de l'effervescent en cuve. Et parallèlement, je développais un appareil de mesure de l'analyse du raisin et du vin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on me demandait de reproduire des conditions que je connaissais naturellement dans le milieu marin. Donc ça, c'était en 2001. Et je me suis dit, à ce moment-là, pourquoi pas se servir de la mer pour essayer de, puisqu'on a ces conditions naturellement, faire du vin en l'utilisant. Donc ça, c'était une des premières pièces du puzzle. À un moment aussi, j'ai travaillé sur l'ostréiculture, et là, je me suis rendu compte que dans un secteur hyper traditionnel, où franchement, en ostréiculture, on n'innove pas, on crée rien de nouveau, et ben, il y avait un fou furieux nommé Gilardo, et que les amateurs d'huîtres connaissent, qui a maintenant une sorte de caviar de l'huître, et qui a eu juste une idée très simple, hein, c'est d'aller prendre de l'eau riche en plancton, et de bodybuilder ces huîtres dans des bassins d'affinage. Et donc, en assemblant ce genre de puzzle-là, de pièces de puzzle, je me suis dit, bah, pourquoi pas, finalement, puisqu'il n'y avait pas de vigne ici, puisque je ne pensais pas jamais réussir à en planter, je me disais, bah, je vais inventer une méthode sous-marine qui fera que finalement l'origine des raisins, qu'est-ce qu'on en a à faire, puisque toutes les vignes sont des clones. Finalement, partout dans le monde, les pieds sont des clones parfaits. Bah, finalement, inventer une méthode sous-marine qui justifie l'origine. Et comme ça, je pourrais à la fois faire du vin, vivre de ma passion, là où j'ai envie, et puis avoir une démarche qui me tient à cœur aussi, de production locale pour une consommation locale, qui est finalement la consommation de vin que personne n'aurait, qu'on n'aurait jamais dû quitter. Et même quand j'étais jeune à Paris, on avait encore du vin en vrac, et on est en train d'y revenir. Donc, bah, finalement, rapidement, donc j'ai déposé le brevet de vinification et d'élevage de vin sous l'eau. Quand j'ai quitté le Crédit Agricole, je suis parti en Argentine, en Italie espionner, en Toscane, comment ils avaient réussi à créer une zone viticole dans un pays traditionnellement viticole, parce qu'il n'y a rien de plus obtus qu'un viticulteur ou qu'un agriculteur chez lui. Par contre, souvent, ils sont très ouverts à l'international. Quand j'étais sur des fonctions parisiennes au Crédit Agricole, j'aidais parfois des groupes français à aller s'installer dans des pays du nouveau monde viticole. Et donc on est très fermé sur notre territoire, or on est en train de délaisser plein de niches. Et ici, à la fois, je pense être sur une niche, un Eldorado technique, mais aussi commercial, puisque à terme, alors après la viticulture c'est toujours du long terme, hein, donc à terme il n'y a aucune raison pour qu'un vin local, s'il est bon, vu le nombre de personnes qui y vivent et qui transitent, c'est pas possible qu'il ne soit pas consommé. Voilà. Et en plus, alors la magie est que ces sols étaient viticoles, donc j'ai planté aussi sur un territoire magnifique qui est la Corniche basque, donc qui est une zone protégée, alors vous allez peut-être y passer demain, qui est la dernière zone verte et agricole de la côte, et même de la conurbation avec le Reistival qui est la montagne au-dessus de
de Passares et de Saint-Sébastien, mais sinon tout est construit. Et là, les deux seules zones sauvages entre Bayonne et Saint-Sébastien sont là, et c'est deux zones où la vigne s'adapterait très bien, et avec énormément de séries d'avantages. Déjà, les sols sont parfaits, contrairement à ce que disent les analyses au départ, et on a une climatologie aussi qui est assez favorable. Et donc moi, dès le départ, parce qu'on est au Pays Basque, parce qu'on est sur une zone qui n'est pas viticole, j'ai une approche sans dogme, c'est-à-dire que j'ai fermé tous mes bouquins et tout ce qu'on savait de viticulture. Je n'écoute pas ce que les viticulteurs me disent parfois, ou ce que les savants disent, et j'ai eu raison, voilà, parce que typiquement mes analyses de sol au départ, tout le monde me disait, trois labos indépendants me disaient il ne faut pas planter, c'est trop pauvre. Sauf qu'ici, on sait très bien que l'herbe est capable de monter d'1,50 m en 2 semaines l'été sans eau. Donc si l'herbe pousse, il n'y a pas de raison que la vigne ne pousse pas. Et voilà, quoi dire d'autre. Donc depuis 2008, je fais des vinifications sous l'eau. En fait, je fais une sorte de champagnisation, donc en cuve et sous l'eau dans la baie de Saint-Jean. Donc c'est des cuves qui au départ étaient en béton, et là on est en train de tester de nouveaux matériaux. Je fais comme en Champagne, c'est-à-dire d'abord un vin de base, donc plutôt très vif, assez acide, qu'on complémente en fait. Donc ça c'est vinifié en cuve. Ce vin on le met en cuve, on rajoute en Champagne, ils le mettent en bouteille, on rajoute du sucre, des levures, et les champenois ferment la bouteille de champagne. Et en fait l'opération qui est la consommation du sucre par les levures pour faire de l'alcool crée du gaz carbonique qui est prisonnier dans la bouteille, et c'est ce qui fait l'effervescence du champagne. Et donc moi j'utilise la mer comme une ressource énergétique qui m'apporte une stabilité de température, une agitation par les courants de marée, et surtout la contre-pression de l'eau qui empêche le gaz de sortir de la cuve. Et j'utilise des cuves donc, qui au départ étaient en béton et maintenant vont être en plastique en fait, alimentaire, respirantes. C'est-à-dire que moi, il y a une sorte d'équilibre qui se fait entre la pression de gaz dans le vin à l'intérieur de la cuve et la pression de l'eau qui s'exerce dessus. Et ici, ça me permettait de justifier de travailler ici. C'est plutôt sympa de travailler avec des pêcheurs. Et puis c'est presque automatique. Ils ont un savoir-faire. La baie, c'est un terrain de jeu pour ça magnifique. C'est dans la baie, caché devant l'Artar. Enfin, caché pas trop. Tout le monde, voilà, sous l'eau à 15 mètres de profondeur. Ah bon. Et après, vous ressortez. Alors au départ, au départ, c'est des cuves donc on remplit, on rajoute sucre, levure. Premier jour de fermentation, on apporte ces cuves pour l'instant au port de Saint-Jean, mais bientôt on partira presque depuis la cave en fait à Sokoa qui est sur un coin de la baie. On les descend dans l'eau avec les grues du port, on les attache avec des bouées de chalut pélagiques et avec des pêcheurs, on les tracte jusqu'à 2 points dans la baie qui sont des zones déterminées où j'ai des concessions en fait en mer, où je paye une location et on descend avec des plongeurs les cuves. Alors certains pourraient croire que c'est onéreux, ça l'est pas du tout parce que c'est des jours où les bateaux ne travaillent pas. Pour les plongeurs, eux c'est un atout, qui sont spécialisés en travaux subaquatiques, ça prouve qu'ils savent s'adapter à tous les savoir-faire. Donc finalement c'est une sorte de partenariat assez gagnant-gagnant, et surtout moi je préfère investir en recherche et développement. Comment ? Ah ben si, parce que ça c'est une partie de mes vins que je mets sous l'eau. On est encore en phase de test, mais après ici on n'est pas justement dans le Té-Garonne, hein, c'est-à-dire que ici le moindre mètre carré doit être rentabilisé. Donc là j'ai eu la chance moi, d'être hébergé par la chambre de commerce. Bon, ça n'a pas été sans mal, hein, mais ça a été 3 ans de petites bagarres. Mais donc sur les actifs du port de Saint-Jean, et moi ce qui me faisait peur au départ c'était d'aborder le monde de la pêche qui était le plus différent de mes activités précédentes. Et finalement, on est les dernières activités manuelles ici, et entre agriculteurs et pêcheurs, on a une proximité assez forte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les pêcheurs bénéficient de... Je vais te couper. Merci. Merci. Et on va le goûter, c'est pour ça qu'il y a de la mousse, et vous servez, voilà. Et,